Vladimir Poutine est obsédé par la grandeur perdue de la Russie, une nostalgie très concrète qui dépasse les simples discours. Poutine a même érigé des statues de Pierre le Grand et de Catherine II pour rendre hommage à l'ancien empire russe. C'est pas un hasard, mais un clin d'œil à l'histoire. À leur époque respective, ces deux personnages historiques ont conquis une bonne partie des territoires qui forment l'Ukraine d'aujourd'hui. Après, Poutine a une approche beaucoup plus radicale. À ses yeux, l'Ukraine fait partie de la Russie et doit être réintégrée au pays. C'est pour ça qu'en 2016, Poutine a inauguré une statue de Vladimir le Grand, grand prince de la principauté de Kiev au Xe siècle. Ce prince d'origine russe est l'un des pères du christianisme orthodoxe et de la Sainte Russie, la réunion des peuples slaves qui a ensuite donné naissance à la Russie, l'Ukraine et la Biélorussie. 1000 ans plus tard, en 2008, Poutine est allé jusqu'à déclarer au président des États-Unis de l'époque, George Bush, que l'Ukraine n'était pas un vrai pays. À la veille de l'invasion, en vrai révisionniste, Poutine a accusé Lénine d'avoir trahi et détruit l'Empire russe en acceptant la création de la République socialiste soviétique d'Ukraine en même temps que 13 autres républiques soviétiques et la Russie. Or, Poutine prétend que c'est à lui que revient la responsabilité messianique de rétablir la grandeur de l'Empire russe et de lui redonner la place qui lui serait due dans l'ordre mondial. Le 9 juin 2022, il a fait deux déclarations importantes. Premièrement, que l'Ukraine n'a jamais été et ne sera jamais un pays souverain. Il a même appelé l'Ukraine une colonie. Ensuite, en toute modestie, il s'est comparé à Pierre le Grand durant la Grande Guerre du Nord contre la Suède, une guerre qui dura 21 ans et qui aboutit à une Russie puissante et influente dans l'Europe du XVIIIe siècle. Alors d'accord, le passé compte pour beaucoup, mais il ne permet pas à lui seul de déterminer l'avenir. Et il ne justifie certainement pas les guerres du présent. Qu'importe si les Ukrainiens sont russophones ou qu'ils ont un jour fait partie de la Russie, l'Ukraine est un pays indépendant et souverain. Tout comme l'Algérie, Haïti et le Mali ont un jour été des colonies françaises. Mais Paris n'a plus aucune revendication sur ces territoires. Mais va expliquer ça à Poutine. En 2021, le président russe a publié un essai de l'unité historique des Russes et des Ukrainiens dans lequel il avance que l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie forment un seul et même peuple, la nation russe trinitaire. Poutine va jusqu'à suggérer qu'il est de la responsabilité de la Russie de réincorporer l'Ukraine à la nation russe de gré ou de force. Un plan qu'il essaie de mettre en œuvre depuis le 24 février avec l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Mais ce qu'il espérait être une mission éclair s'est avéré être une tâche beaucoup plus ardue que prévu. Aujourd'hui, Poutine n'est pas perçu comme le héros de la nation russe, mais plutôt comme le responsable de son déclin. Son armée est en banqueroute, l'un des fleurons de sa marine a été coulé par l'armée ukrainienne, et aujourd'hui, c'est carrément l'économie du pays entier qui risque de sombrer. Poutine a réussi l'exact opposé de ce qu'il cherchait à accomplir. On estime que sur les 190 000 soldats qui composaient la force d'invasion initiale, l'armée russe a subi près de 100 000 pertes. L'armée russe a fait pire que je n'avais jamais pu l'imaginer. Il est trop tôt pour planifier un défilé de la victoire, mais je pense que les Ukrainiens sont sur le point d'atteindre un élan irréversible tant que nous, les Occidentaux, nous tiendrons à leur côté. Ben Hodges, ex-commandant en chef de l'armée des États-Unis en Europe. La ville ukrainienne de Kupiansk typiquement. Un carrefour ferroviaire stratégique sur les rives de la rivière Oskil qui a été occupé par l'armée russe pendant presque 200 jours. Elle en a même été l'un des principaux QG par lequel transitaient des milliers de soldats vers le front. Le 10 septembre 2022, contre toute attente, vu son importance stratégique, 92e brigade d'infanterie mécanisée de l'armée ukrainienne a reconquis Kupiansk. Un autre exemple, la ville de Kherson, une ville emblématique de l'occupation russe. La Russie avait même officialisé son annexion après un pseudo-référendum, mais les troupes ukrainiennes sont parvenues à reprendre le contrôle de la ville. Mais le pire est à venir tant pour les soldats russes qui vont devoir se battre en plein hiver que pour la population civile russe qui subit de plein fouet les sanctions internationales. L'économie vacille. Le plafonnement des prix d'achat du pétrole devrait faire baisser les recettes d'État. La société est endeuillée par la mort de dizaines de milliers de jeunes Russes, tandis que des dizaines de milliers d'autres fuient le pays, anticipant une nouvelle vague de mobilisation. Du fait des sanctions contre la Russie, plusieurs pays comme l'Algérie, l'Égypte, l'Indonésie et les Philippines ont aussi annoncé la suspension de contrats industriels majeurs avec la Russie. Jakarta, par exemple, la capitale indonésienne, avait annoncé à la fin de l'année dernière, avant le début de la guerre, la suspension d'un accord commercial pour l'achat de plusieurs Sukhoi Su-35 pour cause de retard de production. En fait, la Russie ne dispose pas du savoir-faire nécessaire pour produire certaines pièces et les achète à des entreprises états-uniennes, européennes ou israéliennes. Mais les sanctions occidentales bloquent ces livraisons et perturbent les chaînes d'assemblage russes. Les pays concernés par ces retards de livraison préfèrent donc des alternatives plus fiables comme le Rafale du français Dassault ou des chasseurs états-uniens. L'achat par l'Indonésie d'avions de chasse états-uniens et français pour 22 milliards de dollars. Comment le Su-35 russe a perdu. La volte-face de l'Indonésie, passant d'un accord avec la Russie à de nouveaux accords commerciaux avec les États-Unis et la France, met en évidence la puissance des sanctions états-uniennes. Même la Chine a préféré développer ses propres réacteurs pour équiper son chasseur J-35 plutôt que de continuer à dépendre des réacteurs russes qui les équipaient jusqu'à maintenant.
Les chasseurs chinois laissent tomber la Russie pour des réacteurs maison. La Russie doit faire face à de plus en plus de fronts simultanés. Maintenant, une partie de la communauté internationale se mobilise pour dénoncer les exactions du Kremlin. Même que le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a publié un rapport très critique de la Russie qu'il accuse de crimes de guerre en Ukraine. On parle d'exécution, de torture, de viol et de bombardement de la population civile. Le capital crédibilité de la Russie est proche de zéro. Donc si la tendance se maintient, si l'Ukraine parvient à repousser l'invasion russe grâce à l'aide occidentale, la défaite de la Russie pourrait signifier la chute de Poutine. Le président russe le sait et il fera tout pour l'éviter. Et cette fuite en avant risque de dégénérer. Il a déjà eu recours à la menace nucléaire qui avait justement fait l'objet d'une vidéo il y a quelques mois. Aujourd'hui, avec ce que l'on sait de la précarité de l'armée russe, est-ce qu'on doit prendre au sérieux la menace de Poutine de recourir à la bombe atomique? Est-ce que le Kremlin peut encore prétendre à un accord de paix qui lui permettrait de préserver les apparences? On regarde ça maintenant. La dernière carte. C'est le 30 septembre 2022 que le président russe a annoncé l'annexion de 4 régions ukrainiennes, les oblasts de Lugansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. C'est, depuis les années 40, la plus grande conquête territoriale en Europe. Poutine voyait en cette annexion la preuve indiscutable d'une guerre juste, ce dont il a besoin pour garantir l'adhésion du peuple. C'était pas une défaite, mais une victoire stratégique. Le hic, c'est que cette annexion ne reflète pas du tout la réalité. Déjà, il ne s'est même pas donné la peine de délimiter précisément les territoires conquis, histoire qu'il n'y ait pas de contradiction si les Ukrainiens regagnent du terrain. Pas de chance pour Poutine, c'est exactement ce qui s'est passé. La contre-offensive ukrainienne a carrément repoussé les troupes russes de l'autre côté du fleuve Dniepr et s'est soldée par la reconquête de Kherson, une défaite cuisante pour le Kremlin. La propagande d'État avait pourtant affirmé tous azimuts que Kherson était devenue russe et qu'elle le resterait pour toujours. Qui plus est, que même la population ukrainienne avait vu en la Russie une puissance libératrice. Dans les faits, on se rend bien compte que les civils se sont surtout réjouis de la libération de la ville par l'armée ukrainienne. Par contre, là où ça devient nettement plus délicat, c'est que les autorités russes pourraient considérer que la conquête de Kherson par l'armée ukrainienne revient à une agression directe contre l'intégrité territoriale de la Russie. Ça suppose une entrée en guerre de la Russie. On parle plus d'opération spéciale. Alors d'accord, c'est une question de sémantique, mais ça veut aussi dire que cette guerre, la Russie est en train de la perdre vu qu'elle a débuté à l'extérieur et qu'elle est à présent aux portes du pays. C'est donc son intégrité territoriale qui est menacée, ce qui constituerait une menace existentielle. Alors, comme le prévoit sa doctrine nucléaire, la Russie pourrait utiliser pour se défendre, en dernier recours, la bombe atomique. Un beau coup de bluff de la part de Poutine, mais avec lui, vaut mieux être prudent. 2 novembre 2022, Kiev annonce la préparation de 425 abris en cas d'attaque nucléaire russe. Acculé et humilié, le Kremlin pourrait-il être tenté par une frappe nucléaire? Et à quel point ça affecterait le cours de la guerre? Est-ce que la menace nucléaire est une stratégie rationnelle? Si l'armée russe est bien mal en point, la Russie compte toujours sur un énorme atout, son arsenal nucléaire. Pas besoin d'utiliser ces missiles Satan capables de raser la France, des petites ogives feront l'affaire. La Russie possède environ 2000 ogives d'une puissance comprise entre 1 et 10 kilotonnes. Plutôt que de raser les villes, elles permettent de cibler directement les troupes adverses déployées sur le terrain. Poutine et ses sbires pourraient être tentés d'y recourir si la situation se complique. Nous avons notre propre potentiel militaire. Si quelqu'un pense que nous ne l'utiliserons pas en cas de menace sérieuse, alors il se trompe. Dmitry Novikov, vice-président du comité des affaires internationales de la Douma, le parlement russe. Imaginons que la Russie soit obligée d'utiliser ses armes les plus redoutables contre le régime ukrainien, qui a commis un acte d'agression à grande échelle qui met en danger l'existence même de notre État. Je crois que l'OTAN n'interférera pas directement dans le conflit, même dans un tel scénario. Dmitry Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité russe. Bon, après, Poutine avait menacé d'utiliser l'arme nucléaire dès le début du conflit, bien avant que l'Ukraine ne lance sa contre-offensive. Donc l'argument de l'autodéfense n'est pas très convaincant. La Russie reste l'un des États nucléaires les plus puissants. Elle possède un avantage certain dans plusieurs armements de pointe. Il ne devrait y avoir aucun doute que tout potentiel agresseur sera vaincu et fera face à de conséquences sinistres s'il attaque directement notre pays, Vladimir Poutine. Puis, les premières vraies défaites militaires de la Russie se sont enchaînées. Le Kremlin commença alors à s'agiter et à brandir de nouvelles menaces. 10 novembre 2022, un haut général états-unien exhorte à la diplomatie en Ukraine tandis que les conseillers de Biden résistent. Le général Mark A. Miley, le chef d'état-major, a fait valoir que les Ukrainiens devraient essayer de consolider leurs gains à la table de négociation. La percée des troupes ukrainiennes a porté un gros coup à l'armée russe. On entend de plus en plus les appels de la communauté internationale pour négocier la paix ou au moins un cessez-le-feu. L'inquiétude principale, une fuite en avant de Moscou et une aggravation du conflit. Du coup, la question se pose, si la Russie est en train de perdre la guerre, si elle considère que son intégrité territoriale est menacée, alors pourquoi n'a-t-elle toujours pas attaqué l'Ukraine à coups de bombes atomiques et est-ce qu'elle pourrait réellement le faire? Eh bah, on va vous donner 6 raisons pour lesquelles la Russie n'a pas intérêt à utiliser l'arme nucléaire.
Un non-sens nucléaire. On a de bonnes raisons de croire que Moscou ne mettra pas sa menace à exécution. Déjà, premièrement, il y a de meilleures alternatives militaires. On t'explique. Oui, ça serait logique d'utiliser des armes nucléaires tactiques contre l'armée ukrainienne. Les pertes infligées seraient colossales, mais les conséquences pour la Russie seraient encore pires. Les ogives nucléaires tactiques sont utiles pour cibler des troupes nombreuses et très concentrées dans un périmètre réduit. Sauf que les troupes ukrainiennes ne se battent pas du tout dans cette configuration. Elles sont dispersées et très mobiles. Une bombe atomique aurait un impact très limité. Pour les armes nucléaires d'une puissance inférieure à 10 kilotonnes, les Russes obtiendraient de meilleurs résultats en pilonnant les troupes ukrainiennes avec leur artillerie de haute précision et surtout avec leurs missiles thermobariques déjà en cours d'utilisation au front. Pour anéantir l'armée ukrainienne, la Russie aurait besoin de plusieurs centaines d'ogives nucléaires tactiques. Durant la guerre froide, les États-Unis avaient déterminé qu'il fallait au moins 136 bombes nucléaires tactiques pour nettoyer un front de 100 km. Or, le front russo-ukrainien s'étend aujourd'hui sur plus de 600 km. Au bas mot, il faudrait que la Russie tire au moins 800 missiles nucléaires tactiques. Leurs armes nucléaires leur sont plus utiles lorsqu'ils ne les utilisent pas. Il n'y a tout simplement aucun avantage sur le champ de bataille à utiliser une arme nucléaire. Ben Hodges, ex-commandant en chef de l'armée des États-Unis en Europe. Après la différence entre une opération spéciale et une guerre, il y a une autre question sémantique à régler. Nucléaire tactique, le mirage des bombes moins dévastatrices. La différence entre une ogive nucléaire à puissance maximale et une ogive nucléaire tactique est purement théorique et elle dépend de la définition de chaque État. L'utilisation par le gouvernement du terme tactique permet de banaliser l'arme nucléaire en faisant croire que son usage serait beaucoup moins grave. Une manipulation sémantique qui pourrait mener en fin de compte à une course au réarmement nucléaire, une pente très glissante. Alors oui, les missiles nucléaires tactiques sont utiles pour les grandes infrastructures comme les centrales électriques, mais l'utilisation de la bombe A, c'est aussi le renoncement définitif à une issue négociée du conflit. C'est la deuxième raison pour laquelle on pense que le Kremlin n'utilisera pas l'arme atomique. Le recours à l'arme nucléaire par la Russie entraînerait une levée de bouclier générale au sein de la communauté internationale, quelle que soit la puissance de la bombe en question. Le tollé serait énorme et les sanctions encore plus graves que celles qui affectent déjà la Russie aujourd'hui. Tout pays qui commerce avec la Russie, comme l'Inde ou les Émirats arabes unis, serait à leur tour frappé par des sanctions. L'objectif, couper la Russie du reste du monde. La Russie deviendrait radioactive, une sorte de Corée du Nord bis, et c'est l'ensemble de la société qui en paierait le prix. Les oligarques comme Monsieur Tout-le-Monde, de la plus grande crapule à la médaille du mérite. Même la Chine a déclaré que c'était la ligne à ne pas franchir. Déjà parce que tous les accords de non-prolifération seraient immédiatement caducs. Toutes les nations du sud-est asiatique fonceraient la tête baissée pour développer leur propre programme d'armement nucléaire, ce qui ferait office d'assurance vie. Et tout ça sans qu'il y ait de réels avantages militaires pour la Russie. Ça, c'était les réactions politiques et économiques. Il y aurait aussi une riposte militaire. Washington a été très clair. L'utilisation de l'arme nucléaire entraînerait une riposte brutale et féroce de l'Occident. Lloyd Austin, le secrétaire à la défense, Mark Milley, le chef d'état-major des armées, et Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, ont fait passer le message aux autorités russes. Nous avons directement transmis en privé à des niveaux très élevés au Kremlin que toute utilisation d'armes nucléaires aurait des conséquences catastrophiques pour la Russie, que les États-Unis et nos alliés répondraient de manière décisive. Et nous avons été clairs et précis sur ces conséquences. Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Après, la Maison-Blanche est restée vague sur la riposte en question, mais ce qui a été rendu public, c'est que l'OTAN répliquerait par une frappe conventionnelle à grande échelle qui anéantirait la force d'invasion russe en Ukraine. Une autre possibilité, ce serait que l'OTAN équipe l'Ukraine d'armements encore plus létaux. On pense par exemple à une artillerie de longue portée, ce que l'Occident a refusé jusqu'à présent d'accorder à l'Ukraine pour éviter une attaque directe sur le territoire russe, mais surtout toute une flotte aérienne. Pour ce que l'on sait, Poutine menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques sur le sol ukrainien et non d'attaquer l'OTAN, ce qui signifie que l'OTAN devrait réagir de manière conventionnelle, mais la réponse serait dévastatrice. Zbigniew Rau, ministre polonais des Affaires étrangères. Alors que presque tout le monde pensait que l'armée russe allait écraser les forces ukrainiennes, on a assisté à l'une des débandades militaires les plus impressionnantes du XXIe siècle. La corruption, la vétusté de l'équipement, les faiblesses du commandement et le manque de formation des soldats russes ont précipité le délitement de l'armée russe. En vrai, c'est très probable que l'arsenal nucléaire russe soit au moins en si mauvais état que son armement conventionnel. Si la Russie tentait d'utiliser la force nucléaire et que ça ne se passait pas comme prévu, ça serait désastreux pour le Kremlin. Fini la dissuasion nucléaire derrière laquelle elle s'abrite depuis des décennies. Puis franchement, vu comment l'armée russe est désorganisée, possible qu'elle soit aussi frappée par sa propre frappe nucléaire. Des ratés, il y en a déjà eu, preuve à l'appui. 8 décembre 2020, vol en Russie de l'équipement radio de l'avion de l'Apocalypse. Des voleurs ont volé l'équipement électronique d'un avion militaire russe connu sous le nom d'un avion du jugement dernier pour son rôle dans l'arsenal nucléaire du pays. Ensuite, la cinquième raison pour laquelle on pense que la Russie n'attaquera pas l'Ukraine à coups de bombes nucléaires, c'est à cause du risque exponentiel d'escalade du conflit.
L'arme nucléaire n'a été utilisée qu'à 2 reprises, lors du bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki en 1945. Depuis, elle n'a servi que comme un outil de dissuasion et pas d'agression. Le recours à une arme nucléaire aurait des conséquences très lourdes pour le monde entier. L'équilibre de la terreur, la menace de la destruction mutuelle assurée n'existerait plus. Ce qui nous mène au point suivant, la population civile serait terrifiée par un tel geste. Bon, c'est pas spécifique à la Russie, partout dans le monde, l'ombre de la menace nucléaire effraie les masses. On va vous prendre un exemple. Igor Ivanovitch Strelkov, le tireur en russe, est un militaire qui cumule les casquettes. Chef du GRU, les renseignements militaires russes dans le Donbass, il commande des milices séparatistes pro-russes et a même été ministre de la Défense de la République autoproclamée de Donetsk. Il est aussi accusé de crimes de guerre et condamné par contumace pour avoir abattu en 2014 le vol MH17 de la Malaysian Airlines, un Boeing 777 qui survolait l'Ukraine. Et bah, même lui considère que l'utilisation d'armes nucléaires serait une terrible erreur, un crime atroce. Jamais une puissance nucléaire n'a franchi cette ligne rouge, même durant les pires heures de la guerre de Corée, du Vietnam ou d'Afghanistan. Même en Ukraine, après plusieurs dizaines de milliers de pertes côté russe. Les conséquences seraient si cataclysmiques que si Poutine perdait la tête et décidait de tirer des missiles nucléaires sur l'Ukraine, on n'est pas sûr que le haut commandement de l'armée russe lui obéirait. Ce qui revient à un coup d'état. Après, on n'est jamais à l'abri d'une très mauvaise surprise. Maintenant, vous savez les 6 raisons principales pour lesquelles on pense que la Russie n'utilisera jamais l'arme nucléaire contre l'Ukraine. Ça serait juste un gros bluff de la part de Poutine. L'Ukraine, elle, est dans une voie sans issue. Une partie de la communauté internationale la presse de négocier, mais pour des questions de souveraineté, l'Ukraine ne veut pas et ne peut pas signer d'accord de paix sans concession majeure de la part de la Russie, notamment la restitution des territoires annexés, dont la Crimée, ce que Poutine n'acceptera jamais. À votre tour, Poutine, il sera cap ou pas cap de mettre ses menaces à exécution? Est-ce que le risque de guerre thermonucléaire est réel? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, faites tourner, à la prochaine et Slava Ukraini!